des partisans par l'OHL. Garde à vous. Drapeau. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Lecture du message de l'UFAC par les membres du CME. Nous célébrons aujourd'hui le 78e anniversaire de la capitale de l'Allemagne nazie. La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la Seconde Grande Guerre mondiale. La paix s'établissait définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitale du Japon. Aujourd'hui, le début fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un des alliés de 1985. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violence du droit international. Alors que nous pensions que ces images définitivement proscrites, c'est à nouveau le triste cortège des morts, les réfugiés avec la détresse humaine et les destructions, avec des risques considérables d'une amplification et d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps.
Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Merci Océane. On va revoir assez rapidement notre ami Jackie pour une prochaine célébration. Garde à vous. Lecture du message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense par Madame le maire de Port-Jérôme-sur-Seine. 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, et voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue fatale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier, comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est, qu'un holocauste achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux, et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945, offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République et vive la France. Nous allons maintenant participer au dépôt de gerbe.
héros que la France ait connu, qui est décédé cette année, il y a 80 ans, pour notre liberté. Il s'appelait Régis, Rex, Max, Joseph, Jean Mercier, Jacques Martel, Romanin, Joseph Marchand, Richelieu ou encore Alix. Vous l'aurez deviné, je souhaitais parler de Jean Moulin. Il est né le 20 juin 1899 à Béziers, au sein d'une famille universitaire. Il grandit dans l'insouciance de l'enfance, durant laquelle il montre des aptitudes pour le dessin, les études en général aussi. Il a obtenu son baccalauréat en 1917 et sera mobilisé, sans mener bataille, l'armistice, arrivant avant son premier combat. Ce qui lui permet de reprendre son cursus et de finir ses études de droit en 1921. Il est le plus jeune sous-préfet de France dès 1925 à Albertville, puis à Châteaulin. Jean Moulin s'investit dans ses fonctions et dans ses opinions politiques. Il devient chef du cabinet du ministère de l'Air du Front populaire en 1936. En 1937, il est là encore le plus jeune préfet de France, il est celui de l'Aveyron. Une fois de plus, il se distingue dans ses fonctions, car en juillet 1939, Jean Moulin est nommé préfet de Chartres, peu de temps avant l'invasion du pays par les Allemands. Dès le début de la guerre, il demande à combattre pour la France en tant que sergent de réserve, mais il se heurte au refus de l'administration qui le maintient à la préfecture. La France est envahie le 10 mai 1940 et Jean Moulin s'efforce de maintenir le calme en Eure-et-Loire. En tant que préfet, il va bientôt devoir faire un choix déterminant. En juin 1940, les nazis lui soumettent une déclaration selon laquelle un groupe de tirailleurs sénégalais appartenant à l'armée française aurait commis des actes graves. Conscient de l'innocence des accusés, Jean Moulin refuse de signer le document. Ayant osé tenir tête à l'occupant, il est battu et emprisonné. Lors de son emprisonnement, il est amené à commettre un acte qui témoigne de son courage et de sa détermination. Il tente de se trancher la gorge à l'aide d'un bout de verre. Il échappe de très peu à la mort et est révoqué par le gouvernement de Vichy en novembre 1940. C'est à cet instant qu'il fait concrètement ses premiers pas dans la résistance. Convaincu de son devoir de lutte contre l'occupant, il se rend à Londres pour rencontrer le général de Gaulle en 1941. Les deux hommes ne tardent pas à s'accorder leur confiance et Jean Moulin se voit confier la lourde tâche d'unifier la résistance dans le sud de la France. Il prend alors différentes identités quand il revient en France, dont celle d'un agriculteur ou d'un directeur de galerie d'art. Au prix de grands efforts, il tente de rallier les différents mouvements de résistance entre eux sous l'autorité du général. Dans un premier temps, il crée l'armée secrète, qui permet de mettre en place différents services de résistance, parachutage, presse, communication, noyautage, comité d'études. Doté d'une énergie inépuisable, Jean Moulin parvient à réunir les trois grands mouvements de résistance français au sein du mouvement uni pour la résistance, le MUR. Toutefois, les conflits entre différents chefs résistants ne lui facilitent pas la tâche. Il retourne à Londres en 1943 où il rend son rapport. Il est ensuite chargé de mettre en place le Conseil national de la résistance, le CNR. Il s'agit en fait, cette fois-ci, de réunir non seulement les organisations, mais aussi les mouvements, les partis politiques, les syndicats. Une même entité politique qui sera le Conseil national de résistance, dont il prend la présidence le 27 mai 1943. Lorsque le chef de l'armée secrète, le général Delestraint, est arrêté par l'occupant au début du mois de juin, Jean Moulin organise en urgence une réunion des responsables militaires à Caluire, afin de s'organiser en l'absence du malheureux. Mais le 21 juin 1943, la Gestapo envahit le lieu de rassemblement et arrête tous les participants. Sa couverture sera rapidement démasquée. Trahison ou dénonciation, cela semble évident. Jean Moulin est emprisonné à Lyon et torturé pendant plusieurs jours. Malgré des souffrances abominables qu'il endure, il n'est même plus reconnaissable. Il n'est même plus conscient. Il ne donnera jamais une quelconque information sur le mouvement qu'il a mis en place. Il meurt lors de son transfert en Allemagne, le 8 juillet 1943. Sans chercher la gloire ou quelconque reconnaissance, Jean Moulin a lutté corps et âme pour libérer sa nation du joug nazi. Jusqu'à son dernier souffle, il a mené une résistance autant psychique que physique. Ses cendres reposent aujourd'hui au Panthéon, consacrant Jean Moulin comme un héros national et à travers lui l'ensemble des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie, je remercie chaleureusement l'orchestre de l'Harmonie de Lillebonne qui a su nous faire
patienté, je vous remercie, ça donne beaucoup de relief à la cérémonie. Je remercie forcément l'ensemble des élus présents, citoyens, le conseil municipal enfant, mobilisé de plus en plus sur ces questions-là, et on le disait avec Patricia, conseillère départementale, que pour nous c'est vraiment beaucoup d'espoir dans l'avenir de voir les enfants toujours autour du devoir de mémoire, très mobilisés. Je remercie forcément les sapeurs-pompiers avec une coloration un peu particulière aujourd'hui. Merci d'avoir été présents comme vous l'êtes tous les jours sur le terrain, mais aussi police nationale, gendarmerie et police municipale intercommunale, et bien sûr l'ensemble des associations des anciens combattants toujours présentes sur nos cérémonies. Et je vous invite maintenant à rejoindre le préau du Boulodrome pour pouvoir avoir ensemble le verre de l'amitié. Encore merci pour cette cérémonie. Merci Philippe. Et merci à la météo aussi. C'est quelqu'un qui s'est engagé pour la France, comme je vais pouvoir vous détailler. François Duhamel, ici, est né le 30 janvier 1987 à Maison-Lafitte. Mais il arrive à l'âge de 4 ans à Saint-Romain-de-Colbosc. Il y restera 16 années pour ensuite s'installer à Saint-Antoine-la-Forêt, grand voyageur. Mais on verra qu'après, ça va être un très grand voyageur. Jusqu'à justement son engagement dans l'armée de terre en 2007 au 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg. Il est extrêmement fier, je le crois, et M. Bonnet pourra confirmer, d'avoir servi la France pendant 11 ans au total. Son parcours au sein de l'armée, en 2008, 5 mois en Nouvelle-Calédonie, opération Régiment d'infanterie de marine du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, du 22 mai au 2 octobre. Il s'engage ensuite, il est sur le front du Kosovo pendant 5 mois en 2010, sur l'opération Trident, du 13 mai au 10 octobre. Il est d'ailleurs, à cette occasion, blessé en mission. De 2011 à 2012, pendant 6 mois, il est en Afghanistan sur l'opération Pamir, du 15 décembre 2011 exactement au 14 mai 2012. En 2013, pendant 4 mois, c'est la Centrafrique, l'opération Boali, du 4 mars au 9 juillet. En 2014 et en 2015, 4 mois en Centrafrique encore, et 2016-2017, 4 mois au Gabon. Il obtient, à la fin de ses carrières, le grade de caporal-chef. Les médailles obtenues aussi par François, la médaille de l'OTAN en 2010, en 2012, la croix du combattant en 2010, ainsi que la médaille commémorative française pour ceux qui se sont engagés dans le conflit de l'ex-Yougoslavie. En 2012, la médaille commémorative aussi française pour l'Afghanistan. Et puis celle d'Outre-mer en 2013 pour son engagement en République Centrafrique. Médaille aussi de la Défense nationale cette année 2013 et la reconnaissance de la nation. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir dans mes équipes de la police municipale intercommunale, puisqu'il est garde champêtre depuis le 1er janvier 2019 au sein de la police municipale. Avant de donner la parole à M. Bonamy, je voudrais vraiment qu'on applaudisse très fort François. François, de retour à la vie civile, malheureusement, il a participé très vite chez nous à l'association des anciens combattants, et ceci depuis 5 ans. Et depuis 3 ans, notre camarade Jean Legrand, qui était porte-drapeau, a eu malheureusement des difficultés pour continuer son rôle de porte-drapeau. De ce fait, François s'est offert d'office de reprendre le drapeau de la section. Donc, ça fait 3 ans, maintenant, exactement 4 ans, pardon, 4 ans, il est porte-drapeau. Donc, je vais lui remettre l'insigne de porte-drapeau. Comme il est encore dans le monde du travail, il ne peut malheureusement pas assurer régulièrement la fonction de porte-drapeau. De ce fait, il y a un camarade, Jacques Desmet, qui a bien voulu prendre la succession comme porte-drapeau, donc il est ici présent, et sa fonction, dorénavant dans la section, c'est porte-drapeau officiel. François sera porte-drapeau remplaçant au cas où. Donc merci à tous les deux. Jacques Desmet a été appelé au service militaire en 1971-12.
en 1972 et il a servi dans l'aviation. Il a été ensuite au Tchad où il a fait des opérations de Tchad. C'est pour ça qu'il fait partie également maintenant des OPEC, c'est-à-dire ceux qui ont participé aux opérations extérieures, comme François et notre ami Eric Cassabo également. Donc, ce sont, à mon avis, la relève des anciens combattants, des ACPE comme on dit, maintenant on l'appelle plutôt OPEC, opération extérieure. Je voulais remercier ces nouvelles recrues, grâce à qui l'association est sauvée. Bonjour à toutes et à tous, je vais pas être long parce que je sais que tout le monde a un petit creux. Je tenais juste à remercier le conseil municipal des enfants de leur présence à chaque instant parce que je trouve que c'est important concernant le devoir de mémoire qu'ils prennent la relève et qu'ils comprennent les engagements de chacun et les engagements aussi des OPEX comme nous parce que souvent on est étonné de voir des OPEX avec beaucoup de médailles ou qu'on servit très longtemps. Et on ne comprend pas en fait les guerres d'aujourd'hui, les nouvelles guerres d'aujourd'hui. Donc c'est grâce à eux qu'on va permettre d'informer la population sur ce que l'État français nous demande de faire et sur notre engagement sur les fronts de plusieurs pays du monde. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être présents aux cérémonies patriotiques. N'hésitez pas à venir encore plus nombreux parce qu'on attend que vous pour faire de belles cérémonies. Voilà. Bonne journée. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.